qui part un dimanche du plus joli des mois de mai. Quand le printemps à chaque branche suspend un bouquet parfumé, en l'admirant toute petite, si blanche en son berceau tremblant, sa mère l'appela bien vite, lilas blanc, mon petit brin de lilas blanc. Elle poussa douce fleurette dans le fond d'un pauvre faubourg, et dans une triste chambrette, sans soleil et presque sans jour, en la voyant toujours pâlotte, avec son sourire donnant, chacun surnommait la petite hôte, lilas blanc, petit bouquet de lilas blanc. Et quand elle eut ses 12 années, lumineuse ainsi qu'un rayon, elle fit comme ses aînés sa première communion. Quand vers l'autel d'un air modeste, elle s'avança d'un pas lent, on aurait cru voir un céleste lilas blanc, un vrai bouquet de lilas blanc. Et puis ce fut l'apprentissage au cours duquel un beau garçon, remarqué souvent au passage, lui fit la cour une saison. Puis un beau soir lui dit je t'aime, ajoutant plus un mot troublant, l'appelant ma mignonne et même lilas blanc, mon brun joli de lilas blanc. Hélas, bientôt l'infortunée vit la fin de son beau roman, car elle fut abandonnée par son lâche et volage amant, cacha si bien sa peine affreuse. 1914, il fait une chaleur accablante. Dans les campagnes, les paysans s'activent pour la moisson. Aux terrasses des cafés, les hommes lisent les grands titres de la presse. Jaurès vient d'être assassiné et le Tour de France vient de se terminer. Les plus argentés sur la côte normande cherchent à la mer un peu de fraîcheur. La France est entre inquiétude et insouciance. 16 heures. Les cloches de toutes les églises de France retentissent. Le tocsin annonce l'appel à la mobilisation. Le pays s'arrête, la guerre est donc inévitable. On espérait une solution diplomatique, mais c'est trop tard. Les esprits s'assombrissent. 2 août, l'ordre de mobilisation est placardé. 2 800 000 hommes rejoignent l'armée d'actifs déjà composée de 800 000 soldats. 10 000 trains sillonnent la France. Et de Dakar, la troupe coloniale s'embarque vers la métropole. L'enthousiasme cache la peur. Et puis cette guerre dans l'esprit des Français sera courte, c'est sûr. Le 1er août 1914, les Français attendaient l'orage, ce sera un déluge de violence. 4 ans de combat, de terreur entre soldats français et allemands, 18 millions de morts. 1er août 14, le dernier jour de paix avant 4 ans de carnage. Le matin, on reçoit l'ordre de se tenir prêt à partir à 9 heures pour embarquer, mais on ne quitte le fort de Saint-Jean qu'à 2 heures de l'après-midi et on embarque à 4 heures sur la ville de Rouen. L'ancre est levée à 2 heures du matin. La mer qui semblait calme dans le port de la Joliette commence à s'agiter, et quand nous fûmes dans la haute mer, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de roulis et pas mal de poilus qui ont le mal de mer.
La mer ne s'est pas améliorée et est toujours agitée, mais on s'y habitue. Le matin, vers 7 heures, on aperçoit la terre à l'horizon, c'est l'île de la Sardaigne. On s'en approche et on la côtoie jusqu'au soir, à 4 heures où on la perd de vue. Ensuite, la nuit s'approche et la mer s'agite de plus en plus. Elle devient très mauvaise dans la nuit. Mais le matin, nous arrivons en vue de Bizerte, on attend le jour pour entrer dans le port. Nous arrivons à Bizerte ce matin. Nous avons visité la ville, un peu dans tous ses coins, et le plus curieux, c'est le quartier ouvrier. Nous passons par le marché où une multitude de fruits, inconnus de nous, sont installés et dont les indigènes en font la réclame dans un charabia incompréhensible. L'heure est arrivée de rentrer sur le bateau qui est en train de s'approvisionner de bois, de charbon, de viande, de pain, pour environ 700 hommes, qu'on prend à bord, dont la plus grande partie se compose de zouaves. Le matin, la mer s'est calmée. La journée se passe sans rien de nouveau, sauf que nous avons côtoyé l'île de Malte pendant toute l'après-midi. Ce matin, la mer est aussi calme. Sitôt le jour levé, on aperçoit 2 navires devant nous qui se dirigent dans le même sens que nous. On les rattrape, vers 10 heures on les dépasse et on les perd de vue avec la nuit. Aujourd'hui, temps et mer calme comme on ne l'a encore vu depuis Marseille, on voit de nombreuses îles de droite et de gauche. En Turquie, les Allemands ont construit une voie ferrée, le chemin de fer de Bagdad. Le Kaiser veut ainsi prendre pied en Orient à travers les Balkans. Cet axe d'influence croise malheureusement la route vitale de la Russie vers la Méditerranée des Alliés. Le point de rencontre, c'est le détroit des Dardanelles, gardé par la péninsule turque de Gallipoli et au-delà par Constantinople. La capitale de la dynastie des Ottomans est sur le déclin. Mohamed V, le dernier sultan, a des fonctionnaires corrompus et doit faire face à des jeunes révolutionnaires nationalistes. Il abandonne le pouvoir à un de ces jeunes Turcs. Voici Enver Pacha. Il a 33 ans et des conseillers militaires prussiens. Ceux-ci sont tout à fait heureux d'être au soleil loin de Verdun. Cette coterie d'experts et de militaires allemands est dirigée par Liman von Sanders. Il organise l'entrée en guerre de la Turquie, aux côtés de l'Allemagne, naturellement. Le 29 octobre 1914, 2 croiseurs allemands déjà, le Goeben et le Breslau, battant pavillon turc, avaient pénétré dans la mer Noire et bombardé les ports russes. Pour Churchill, il fallait libérer la route d'Odessa et prendre les détroits. Il est difficile, disait Balfour, pourtant prudent, d'imaginer une opération qui donne plus d'espoir. Mais pour prendre les détroits, il fallait prendre Gallipoli. À 5 heures de l'après-midi, nous sommes obligés, les autorités du vaisseau, de fournir des renseignements à un torpilleur français en faisant des signaux à l'aide de drapeaux de différentes couleurs et placés différemment. Nous arrivons vers 2 heures du matin le dimanche 29 août, dans la baie du Moudros, petit village que l'on aperçoit sur les flancs d'une colline. Dans la baie de Moudros, il y a beaucoup de navires de toutes sortes, torpilleurs, contre-torpilleurs, cuirassés, navires, hôpital, sous-marins. L'ancre est jetée à 8 heures dans le port. Voilà 24 heures qu'on est dans le port. On a hâte de savoir quand est-ce qu'on va débarquer. Enfin, vers 3 heures de l'après-midi, on nous fait faire nos sacs et l'on débarquera très heureux de toucher le plancher des vaches. On nous conduisit dans un camp non loin de là, près d'un patelin appelé Linchna. Pour la première fois, nous allons camper dehors. On retrouve dans ce dépôt de nombreux copains qu'on est content de retrouver pour nous donner des tuyaux pour tout ce qui pourrait nous embarrasser. La nuit a été douce, nous achevons de monter solidement notre tente, car par moments le vent souffle très fort. L'après-midi, on est vacciné pour la seconde fois contre le choléra. Environ 2 heures plus tard, on fait un appel pour désigner 400 hommes pour les Dardanelles. Je me trouve dans le nombre et le départ est fixé pour le lendemain. La nuit a été froide et humide, un orage ayant grondé toute la nuit. Le réveil sonne à 4h30 afin que l'on soit prêt pour le départ qui est à 7h. Nous touchons des vivres pour la journée et pour le lendemain. Notre tente et nos bagages repliés, notre sac fait, où nous les fit charger dans des voitures pour aller embarquer, à Moudros, qui est à 6 km environ du camp où l'on était. On fit halte à l'entrée de Moudros et on cassa la croûte jusqu'à 2 heures. Nous reprenons nos sacs sur le dos et cette fois-ci nous embarquons sur un petit bateau de plaisance appelé Bon Voyage. La nuit vint et dans la crainte des sous-marins, on voyagea tout feu éteint. Sous notre gauche, j'aperçois d'abord un navire hôpital, puis 2, puis 3.
3, puis 4. On devait approcher. Enfin, on aperçoit la terre. On vit le feu des bouches des canons qui crachaient et des chars qui éclataient. On arrivait derrière un grand navire, le River Clyde, qui a échoué là, exprès, pour masquer notre débarquement aux yeux de nos ennemis. Le lendemain, jeudi 2 septembre, je me réveillais, ayant très froid, et ayant l'intuition que j'avais pincé un coryza. Et chose étrange, le canon ne m'avait pas empêché de dormir. On se mit à casser la croûte pour remplacer le jus qu'on n'avait pas. Aussitôt après, on met le sac au dos, et sur l'ordre d'un capitaine qui nous fit conduire aux pièces. Là, il y en a qui sont versés au 155 et d'autres au 120. Moi, je me retrouvais au 155 avec mes copains. Mais arrivé au mien, on vient me chercher pour retourner au 120 pour remplacer un trompette qui devait être évacué dans la journée. Je me retrouvais au 120 où je fus affecté à la première pièce comme trompette. Maintenant, il me restait à faire mon trou dans la terre comme tout le monde, car il y avait 3 obus qui venaient d'éclater au-dessus de nous, dont l'un d'eux a blessé 2 hommes. Aujourd'hui, réveil en fanfare par les Turcs de la côte d'Asie qui nous ont vus. Envoie des 105 fusants et vers 9 heures, il ne fait pas bon mettre son nez dehors car ils éclatent à 20 mètres au-dessus de nos têtes. Un cuisinier qui épluchait des oignons reçoit une balle sur le crâne et tombe. Il fut évacué aussitôt. La journée se passe très calme, mais dans la nuit, les Turcs nous envoient beaucoup de marmites et nous tuent 5 chevaux et 14 aux Anglais. Lundi 13. Le canon commence à tonner de notre côté avec intensité, sans doute pour chasser les Turcs qui avaient essayé de sortir de leurs tranchées. Le temps est nuageux, mais très calme, et vers 9 heures, on n'entend plus un seul coup de canon. Un sous-marin essaie de passer dans le détroit, mais il se jette dans les filets dont nous avons barré le détroit. Il est forcé de regagner la haute mer sous la canonnade des torpilleurs qui ont aperçu le périscope. Mais on ne put l'atteindre et il disparut. Aujourd'hui, branle-bas à 8 heures du matin. On nous a averti que l'on doit embarquer à midi. En 3 heures de temps, tout le monde est prêt à partir. Les pièces sont sorties de leurs trous et à 2 heures, nous embarquons sur des chalands qui sont pris en remorque par des remorqueurs pour nous emmener réembarquer sur un autre bateau derrière une île qui se trouve en face, Kumkale, et que l'on nomme l'île aux lapins. À 6 heures, nous arrivons à l'île aux lapins où il y avait plusieurs bateaux de guerre et de paquebots. Celui sur lequel on doit embarquer n'est pas encore arrivé. C'est un grand paquebot de belle apparence qui a bien 130 mètres de long et qui a pour nom Mehdi. Quand tout fut sur terre, on se mit à défiler dans Salonique pour aller camper au milieu des champs. Sortez la ville, nous suivons la route qui est en face. Sur notre gauche est un très grand plateau où on aperçoit d'innombrables tentes. Nous nous installons tant bien que mal, car la nuit était proche et personne n'eut le temps de monter sa toile de tente. Le 1er février à 3 heures du matin, un zeppelin jette une bombe sur les magasins généraux grecs qui ont été détruits par la suite par un incendie au Grand Parc d'Artillerie. 27 mars 1916. C'était le matin au point du jour, il faisait à peine jour, les étoiles jetaient leur dernière lueur, la journée s'annonçait belle. Vers 6 heures, on entendait un bourdonnement. C'était les Boches sûrement, mais était-ce dirigeable ou taube? On ne tarda pas à le savoir. Un sifflement dans l'air nous prévient de la dégringolade d'une bombe, et une autre, suivie d'une troisième, et ainsi de suite, tout le monde était en émoi. Les étoiles jetaient leur dernière lueur, et on apercevait les taubes, qui étaient au nombre d'une demi-douzaine, et vinrent survoler la GOA.
où se trouve un nombre considérable de munitions de toutes sortes. Tout à coup, un sifflement, une explosion de bombe suivie d'une deuxième, mais cette dernière effroyable, ce fut un tremblement de terre complet. Nos baraquements furent éventrés, les vitres brisées, un train de 17 wagons fut réduit en miettes. Plusieurs factionnaires qui étaient de garde, au pré, ne furent retrouvés que par petits morceaux, dont certains à 200 mètres de l'explosion. Environ 10 minutes après, il se mit à nous tomber une véritable pluie de gravier, de poussière et de bouts de papier qui nous aveuglaient. J'ai encore eu de la chance d'avoir été de garde d'écurie, ce qui m'éloignait de 50 mètres du sinistre qui se trouvait à 200 mètres d'où j'étais. Les taubes repassèrent au-dessus de nous pour s'en retourner, on les voyait très bien à ce moment-là. Aussi, les canons de 65 et de 75 leur crachèrent des obus au derrière. Il n'y a guère que la moitié de leurs bombes qui ont éclaté. Nous voilà donc encore une fois passés à côté du zigouillage. Les premiers contingents de troupes russes débarquent à Salonique. Ils sont reçus avec beaucoup d'enthousiasme par tous les alliés qui vont les escorter avec chacun leur musique. Le 11 août 1916, à 5 heures du soir, débarquement des troupes italiennes à Salonique qui sont reçues avec autant d'honneur que les Russes. Les Grecs embaillent des rondes de chapeaux et la plupart d'entre eux les applaudissent, mais les officiers grecs font presque tous une sale gueule. Mon capitaine Ziegler part pour la France sur le bateau Odessa pour y rester définitivement. Je retrouve Fernand, main ferme, avec lequel je sors à Salonique le soir. Fernand, main ferme, me quitte pour aller sur le front de Monastir. Dans le courant de l'après-midi, une escadrille de Boche composée de 15 avions vient bombarder le camp anglais et le nombre de victimes dépasse plus d'100. Le 4 mars 1917, à 9 h du matin, une nouvelle escadrille revient nous bombarder, mais ayant pris des précautions, les pertes sont bien moins grandes que le 4 mars. Cette fois, c'est décidé. Nous avons ce fameux bout de papier qu'on appelle Perm et nous allons partir pour la France cet après-midi. Mais le feu prend dans la ville de Salonique et ordre nous parvient d'attendre et comme le feu prend beaucoup d'extension, le départ est ajourné. La ville brûle toujours et l'incendie qu'on ne peut éteindre, faute d'eau, grandit toujours et poursuit son œuvre dévastatrice, poussée par le vent très fort venant du nord-est. 20 et 21, la ville brûle toujours, la voilà plus d'à moitié détruite et les plus beaux quartiers, la principale rue, la Venise n'est plus qu'un amas de cendres et de décombres fumants. Le 23, l'incendie est terminé et l'après-midi, nous prenons le train à la gare des Orientaux où il y a une foule considérable provenant des sinistrés qui n'ont plus d'abri et qui attendent d'être dirigés vers l'intérieur de la Grèce. En rentrant d'Orient, après une perme de 30 jours qui expirera le 8 octobre 1917, je fis mon possible pour avoir une perme agricole, mais n'ayant pu y réussir, j'allai en équipe agricole chez Charles Douard où je tirai encore 20 jours de bon. On quittera Orléans le 3 décembre pour arriver à Saint-Martin près de Châlons. Cette fois, je restai 5 jours à l'échelon et le 17, je montai aux positions, aux pièces où le surlendemain, le 19, je montai aux 2e ligne comme observateur aux tranchées pour 6 jours. Et je redescendis le 25 et le lendemain, j'allai voir Raymond Barillet qui se trouvait à 2 km de là dans un petit patelin appelé Thuissy. Le 18, nous changeons de position pour aller à 6 km de là dans de nouvelles positions qui se trouvaient dans un petit patelin appelé Beaumont-sur-Vesle qui est presque entièrement démoli. Là, l'installation était tout à fait confortable, des abris très solides et presque pas bombardés, ou peu souvent. Pourtant, par un hasard malheureux, un de nos camarades fut tué le lendemain matin. C'était un nommé Lavoine de la classe 18. Le lendemain, on partit dans la direction de Mourmelon où l'on passa 2 nuits. Dans ce patelin, j'y rencontrai Grand-Main de Boine et on passe la soirée en sa compagnie. Le 12, nous partions pour aller mettre en position au Mont-Noir près de Saint-Jean-Capelle. On ne fut pas marmité les 4 jours que nous avons été là, et quand on descendit, le 16, personne n'en était fâché. Au Mont-Camel, en Belgique, là, on a des positions comme on n'en a pas eu encore cette année. C'est une simple tranchée dans un champ de seigle. Il tombe des marmites tout autour à 300 mètres, par côté. Mais pas un n'est encore venu s'égarer chez nous. Aujourd'hui, 21 mai que le soir, un 210 qui nous envoya une pluie de terre sortant d'un trou de plus de 2 mètres de profondeur. Le secteur n'est pas très sûr et nous n'avons pas d'abri anti-marmite. Il va falloir bûcher dur pour s'en creuser un. Enfin, le 25, nous avons 2 couches de rondins dessus, c'est déjà assez pour des éclats. Je m'étais assis au bord de la route quand un obus s'annonce en sifflant. Je fis un plat du ventre, en vitesse dans le fossé, et quand la marmite fut tombée, je me relevai et je vis que cette marmite était à 3 mètres de moi, et en plus c'était un gazier dont j'ai pris une prise.